12% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Michelin. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va aller questionner un petit peu sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis. Sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier, ces vidéos consistent seulement une analyse quantitative et qualitative. Je tiens à vous rappeler que Michelin, je suis moi-même exposé à cette valeur, c'est-à-dire que je l'ai en portefeuille, Michelin correspond à peu près à 6% de mon portefeuille aujourd'hui, donc je vais avoir peut-être un avis un petit peu biaisé sur la compagnie, donc c'est pour ça que je vous dis, faites vos propres recherches, je ne suis en aucun cas responsable de vos investissements. Donc aujourd'hui on est sur Michelin, donc Michelin qui est donc aujourd'hui depuis 2019 ou 2020 le premier producteur dans le marché du pneu. Donc on va aller le voir ici, marché pneumatique mondial, ce que j'avais déjà regardé, marché mondial des pneus par fabricant. Et donc voilà, ici vous voyez jusqu'à voilà en 2020 où en fait Michelin est devenu le premier acteur, alors qu'avant c'était Bridgestone, donc une entreprise japonaise qui avait le lead du marché. Et vous voyez que petit à petit ses parts elles se font grignoter par Michelin et elle a réussi à récupérer la plupart de ses parts. Et ensuite il y a Goodyear qui aussi perd des parts et les autres acteurs de taille moyenne perdent aussi. Donc apparemment Michelin arrive à être un peu plus compétitif et arrive à récupérer les parts de marché des autres. Donc nous, on va aller d'essayer de comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, on est sur quel genre d'entreprise? On est sur une entreprise qui existe quand même depuis très longtemps, capitalisation à 21 milliards, un ratio prix-gain 9 et un rendement du dividende à 4%. Donc on va aller regarder ce qui nous intéresse, le compte de résultat. Le compte de résultat augmente, donc on est à peu près sur des augmentations, voilà, on pourrait dire 10%. En termes de dépenses d'exploitation, on voit qu'elles ont baissé, c'est-à-dire que notre dépenses d'exploitation stagnent et en moyenne elles ont baissé, ce qui nous prouve que cette entreprise arrive à être beaucoup plus efficient. Peut-être pour ça qu'elle arrive à gratter des parts de marché. J'imagine qu'avec des dépenses d'exploitation qui baissent comme ça, on a dû avoir une marge d'exploitation qui a dû augmenter. Marge opérationnelle, on voit que c'est pas forcément le cas, la marge opérationnelle d'ailleurs diminue ou stagne, et la marge nette, pareil, diminue ou stagne. Mais en tout cas, on sait pourquoi, c'est parce que notre marge brute diminue. C'est-à-dire que ce que va coûter notre produit à la fin, donc nos coûts fixes vont être beaucoup plus importants, les coûts marginaux sont différents, les coûts marginaux sont au même niveau parce qu'on a une marge opérationnelle qui arrive à être stable, alors qu'on a une marge brute qui diminue, c'est-à-dire qu'on a des coûts de production qui sont plus élevés, étant donné que les matériaux qu'on va utiliser sont peut-être un peu plus rares, ou au final deviennent de plus en plus chers. En termes de rendement du capital investi et des capitaux propres, on voit que ça stagne à peu près, et on serait même sur une décroissance des capitaux propres et du capital investi. On voit que c'est pas incroyable. Maintenant, nous ce qu'on veut savoir, c'est par rapport à ça, qu'est-ce que va être par exemple les frais de la dette. Donc on va aller le voir ici, charges d'intérêt sur la dette, on voit que c'est assez fluctuant, on va le mettre en annuel et on voit que là en moyenne les charges d'intérêt sur la dette ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on arrive à rouler notre dette avec à peu près les mêmes taux d'intérêt. En termes de bénéfices d'exploitation par rapport aux charges d'intérêt sur la dette, on est à 8%, ce qui est totalement intéressant, ce qui nous ferait j'imagine à peu près du 1 ou 2% en termes de charges d'intérêt sur notre dette, ce qui fait que même si on arrive à avoir du rendement de capital investi en dessous de 10, et tant que c'est supérieur à 2%, techniquement on crée de la valeur. Voilà, ça c'est important à savoir. Maintenant en termes de dette totale, on est passé de 3 milliards à 7 milliards 45, sachant que notre charge d'intérêt sur la dette est toujours la même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on a augmenté de manière spectaculaire nos actifs? On voit que ça a été le cas, donc en termes d'actifs et en termes de passifs, l'equity continue à monter. En termes de valeur comptable par action, on est à 24, donc on se rapprocherait un tout petit peu de la valeur comptable de Michelin. Si aujourd'hui vous l'avez sur la valeur comptable, je vous conseille de la garder, ça pourrait être quand même assez intéressant. Et on voit qu'en moyenne, voilà, le total d'actifs grossit d'environ, on pourra aller lui mettre un taux à 7 à 8% en moyenne par an en total d'actifs. Et ensuite en passif, j'imagine qu'on doit avoir pas mal de créances clients, dette à court terme on a assez peu, on a 3 milliards en compte créanciers, et provision pour risque et charge on a quand même pas mal, même si ça baisse de plus en plus, étant donné que voilà, Michelin va devoir et doit, quand elle ferme des usines ou etc., va devoir mettre de la provision pour risque et charge. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aller chercher par vous-même et comprendre pourquoi est-ce qu'en fait on a un passif à ce niveau-là. C'est qu'elle a besoin de bloquer de l'argent en se disant que si elle a des coûts en plus qui pourraient être entraînés, ces coûts-là sont déjà mis dans le bilan en termes de passif, et ensuite elle pourra les déprécier au cas où si elle ne les utilise pas. Maintenant on va aller comparer un petit peu le revenu net avec le free cash flow. Voilà, ici, hop, le revenu net avec le free cash flow. On voit qu'en moyenne, le free cash flow est un petit peu inférieur que le bénéfice net. Alors pourquoi? On doit sûrement avoir un BFR qui est négatif, on voit que c'est le cas. En 2020, on a eu un BFR qui était extrêmement positif, étant donné qu'on avait moins de variations sur les inventaires, puisque moins de personnes nous commandaient des pneus, on avait un backlog qui était moins fourni, c'est-à-dire que le fonds provenant des opérations de notre fonds de roulement a été complètement positif. Vous le voyez ici, variation des inventaires, on a gagné 500 millions, étant donné que voilà, on avait énormément et on a moins produit, donc on a essayé d'être assez agile, et effectivement,
ça a payé. Maintenant, on voit qu'en 2022, on a eu un fonds de roulement qui était complètement négatif. Hein, on voit qu'elle arrive assez mal à le gérer. En tout cas, voilà, là, vous le voyez sur le H1 2022, elle l'a complètement mal géré. Hein, vous voyez ici. Voilà, variation des inventaires, moins 1,24, étant donné qu'on était sur la reprise, et en fait, Michelin, potentiellement, a dû déprécier son inventaire. Maintenant, en termes d'investissement de CAPEX, on va aller un petit peu questionner ça, et savoir qu'est-ce qu'elle va allouer en termes de dépenses d'immobilisation. En termes annuels, là, on peut le voir que l'immobilisation considère et l'immobilisation est quand même une sacrée partie du business, étant donné qu'on est quand même sur des entreprises de type industriel, c'est-à-dire que nos dépenses d'investissement vont être aux alentours de 30 à 40% en moyenne. Donc là, on voit qu'en 2022, il y a eu énormément de dépenses d'investissement. Maintenant, il faut savoir la différencier à chaque fois, comme je vous le dis, du CAPEX d'investissement, donc le CAPEX de grosse et le CAPEX de maintenance, sachant qu'il y a un CAPEX de maintenance qui est quand même assez élevé sur ce genre de business. Maintenant, vous voyez quand même qu'il y a 2 milliards en dépenses d'investissement pour seulement 2 milliards de générés, même si notre bénéfice net est à peu près à 4. Bon là on a un revenu net à 2, mais si vous le voyez ici, avant les amortissements, etc., on était à 4 milliards. On va aller regarder un petit peu l'EBITDA, il nous disait voilà un EBITDA à 5,27 milliards en 2022, et au final un free cash flow à 12 millions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a racheté de la dette, on a versé un dividende avec nos liquidités, et on a fait un tout petit peu de rachat d'actions. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui continue de racheter ses actions au fur et à mesure du temps, 700 millions tout, 714, bon là on a eu un petit peu d'émissions. Après voilà, il faut regarder, est-ce que c'est par rapport à des acquisitions ou pas. On voit que là récemment, elle a fait une acquisition ici, et donc est-ce qu'elle a émis de la dette ou est-ce qu'elle a émis des actions? Bah je le vois pas spécialement ici. Et vous voyez, voilà, ici il y a des ventes d'actions privilégiées, et ensuite il y a du rachat d'actions. C'est ce que va pouvoir faire une entreprise quand elle va aller émettre de l'argent pour aller acheter une entreprise, ou pour aller acheter du placement. Elle va aller émettre des actions, et ensuite si la valeur a baissé, elle va aller les racheter, et donc ce sera tout bénéfice pour elle. En termes de dividendes, on voit qu'il augmente de manière succincte, mais de manière quand même assez soutenue. Donc il faut aller faire attention de voir si est-ce que ce dividende suit la croissance ou est-ce que le dividende va être beaucoup trop élevé. On va aller le voir par rapport au ratio de paiement, on est sur 37%, ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous pouvez se dire oui, mais elle pourrait peut-être l'augmenter, mais avec des dépenses fixes tellement importantes qu'il va falloir faire extrêmement attention. On va aller le voir là dans les présentations de Michelin. Donc déjà, bah là on peut le voir sur les 9 derniers mois, on a eu une augmentation de sales de 2%, avec des baisses des volumes d'à peu près 13%. Donc là on le voit ici, donc sur les 20 milliards de sales en 2022, on a eu moins 752 millions en volume, et ensuite price mix, on est quand même sur 1,5 milliard. Donc ensuite, bon, on a eu des problèmes de change, étant donné que, voilà, on a eu peut-être, je ne sais quoi, le peso, etc., qui était un petit peu plus bas. Maintenant, ça, ce sont seulement des effets court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le price mix va pouvoir continuer d'être mis, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir continuer d'augmenter nos prix, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à garder des prix élevés tout en augmentant nos volumes au fur et à mesure du temps? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, il faut être au courant, et surtout, il faut regarder qu'est-ce que dit le management, qu'est-ce qu'il pense, il faut aller regarder pourquoi est-ce que les volumes baissent, est-ce que les volumes des concurrents baissent aussi, etc. Donc en fait, c'est plein de questions qu'il faut aller se poser sur ce genre d'entreprise, et il faut faire extrêmement attention parce que vous le voyez souvent, il va y avoir des augmentations de chiffre d'affaires, mais ça va souvent être lié aux augmentations de prix, étant donné qu'on a suivi l'inflation. C'est-à-dire que si vous voyez en fait une entreprise qui fait voilà, 5 à 7%, si on a une inflation à ce niveau-là et qu'elle a augmenté ses prix de par l'inflation et qu'au final ses volumes ont baissé, eh ben on peut être sûr que cette entreprise aujourd'hui bénéficie d'un effet inflation. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Est-ce que cette entreprise bénéficie d'un effet inflation ou pas? Le Q3, bah, baisse des volumes et baisse des prix, donc au final, à taux de change constant, il ne s'est rien passé. On a juste eu une baisse au niveau des currency. Voilà, là on voit à peu près dans quoi est-ce qu'il y a des baisses et dans quoi est-ce qu'il y a des augmentations. Là, on va pouvoir le voir, voilà, on a une augmentation d'EBITDA à peu près de plus de 100 millions par an. On nous montre à peu près, bon ça c'est des tests, ça nous intéresse pas énormément. Hein. Là, on va regarder un petit peu le leverage qu'elle va pouvoir avoir l'entreprise. L'impact sur 2023 à peu près de ce qu'ils pourraient avoir là. Ici, ils vont faire une intégration qui s'appelle Fabricode, Composite, Fabric and Film Business Line. Donc possiblement, ça va être une entreprise d'extraction de ressources premières dont elle va avoir besoin. C'est-à-dire qu'elle va aller continuer de maintenir la chaîne de production et d'essayer d'être, comme on dit, de manière verticale. C'est-à-dire qu'elle possède à peu près toute la chaîne de valeur. Ce qui peut donc lui permettre d'être quand même moins agile en soi, mais d'avoir moins cet effet passage de prix et d'avoir moins ce problème là. Maintenant, ce qu'on nous dit là sur les guidance, on nous dit que voilà, le volume va continuer de baisser et on nous dit qu'on était à moins 4 et moins 2 au final, ça a baissé. L'inflation, on est passé de neutre à 0,2 200 millions
donc c'est bon. En termes de net price mix par rapport à l'inflation, on est en positif, ça veut dire qu'on bat l'inflation en termes de price mix. En termes de cash out capex, eh ben, on est parfaitement bon. Segment et free cash flow, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation qu'on pensait, c'est-à-dire que avec l'augmentation positive, on a réussi à faire un free cash flow autre que 2 milliards, après 2,3 milliards. Voilà. Et là ici on voit l'augmentation des volumes, on voit qu'à partir, voilà, en 2008 et 2009 il y a eu une très grosse augmentation des volumes, en 2012 il y a eu une très grosse baisse des volumes, en 2020 exactement, et en fait vous voyez des rebonds à ce niveau-là. En fait ça va être souvent ce genre de cas-là. Si aujourd'hui on arrive encore à une économie qui devrait baisser ou atterrir en douceur, on aura soit ce pic-là, soit ce pic-là. Voilà. Donc il faut aller faire attention et il faut essayer de comprendre. Maintenant, donc là on nous parle d'à peu près tout le business et tout le main business, on voit ici, voilà, les spécialités, transport et services, automobile, polymère et construction, replacement, etc. Et donc ici, elle nous note la cyclicité d'à peu près ce genre de business. Donc on voit que la plupart, et en tout cas le plus gros de son business, est assez peu cyclique. Vous le voyez ici, replace, auto and two-wheel, main driver, on le voit ici, GPD et Used Car Market, donc c'est-à-dire que c'est un marché qui est toujours en croissant. Voilà, en termes de dividendes et en termes de net income basique, on voit qu'on continue à augmenter, on a un payout ratio qui continue de monter, un retour aux actionnaires qui est estimé à 4,8%, donc c'est assez bon, hein. Là voilà, là on le voit en termes de volume, on voit que ça continue de baisser. Price mix, on voit que ça baisse de plus en plus, et étant donné qu'on a quand même bénéficié d'un certain bon effet en 2022, étant donné qu'on avait augmenté de manière significative nos prix, aujourd'hui ça va être de plus en plus difficile pour cette entreprise de pouvoir continuer de maintenir des prix hauts. Donc elle va espérer avoir un retour des volumes, et donc ça, vous allez l'écouter dans les conférences call. En tout cas, ils nous dit les volumes ne seraient pas tentés de repartir cette année, mais possiblement en milieu, voire fin d'année prochaine, sur à peu près tous les business qu'il pourrait y avoir si il y a un atterrissage en douceur de l'économie. Potentiellement. Là ici on le voit, raw material cost breakdown, donc on voit à peu près sur quoi est-ce qu'elle, sur tous les matériaux sur lesquels elle va devoir tous les matériaux qu'elle va devoir utiliser. On voit qu'ici, voilà, Rebirth, ça va être quelque chose sur lequel elle a fait des acquisitions, donc il y a possiblement ces deux-là, c'est-à-dire les deux plus gros, en tout cas les deux sur les trois plus gros parties des matériels qu'elle a besoin pour créer ses pneus vont être intégrés dans la société, ce qui est pas mal. Maintenant, on sait que voilà, Nature, Uber Price, on voit que ça avait pas mal augmenté à ce niveau-là et qu'ensuite on arrive sur des niveaux assez connus, hein, c'est-à-dire des niveaux assez faibles aujourd'hui. Mais ce qui va surtout lui coûter cher et ce qui va surtout être important à prendre en compte dans les risques, ça va être le prix du pétrole brut. Aujourd'hui, sachant qu'on a un pétrole brut qui est bon redescendu quand même, on est à peu près sur 78 ou un truc comme 80 $ le baril. Si je me trompe pas, c'est toujours des prix assez importants en termes d'énergie. Michelin d'ailleurs, là, si je me trompe pas, ici, là, on le voit, Michelin va fermer 2 usines et supprimer 1500 emplois en Allemagne en prenant en compte, voilà, elle nous l'a dit, ces activités en Allemagne, du fait de la concurrence des poids lourds à bas prix, d'une dégradation de la compétitivité des activités en Allemagne, en expliquant d'ailleurs le prix de l'énergie qui avait augmenté de manière significative en Allemagne, étant donné qu'ils étaient dépendants du gaz russe, etc. Donc ça, c'est les conditions macroéconomiques qui aujourd'hui pèse sur ce genre d'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises européennes qui produisent en Europe sont aujourd'hui pénalisées contre des entreprises japonaises par exemple qui pourraient avoir des productions bien moins chères, étant donné que possiblement eux, ils ont du pétrole qui pourrait leur coûter moins cher et qui donc pourrait faire en sorte qu'ils aient plus d'argent. Maintenant le butadiène aussi qui fait partie des composants qui vont chimiques qui vont être utilisés pour pouvoir créer nos pneus, on voit qu'aussi le prix est assez haut encore, et donc il faut faire quand même extrêmement attention. Maintenant, là ici on voit le CAPEX, donc ça c'est ce qui nous intéresse, hein. On voit que le CAPEX est à peu près de 2,2 milliards en 2023. Alors pourquoi est-ce qu'il faut ça? Est-ce que le CAPEX va encore augmenter, etc. Dans quoi est-ce qu'on investit? Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on investit dans les segments pour augmenter growth, on optimise la CAPEX de routine, c'est-à-dire le CAPEX de maintenance. Digital manufacturing et compétitif, ça veut dire qu'on va essayer d'être plus efficient, et ensuite on doit décarboner nos opérations. C'est pour ça qu'il y a des investissements aussi élevés. On voit qu'en moyenne, on était à peu près de 2016 à 2019 sur
1,8 milliard et maintenant on est à peu près sur 2,2. Donc il faut faire gaffe, j'imagine que là-dedans, sur 1,8, il devait avoir au moins entre 60 et 70%, c'est-à-dire 1 milliard, qui devait être en coût fixe. Donc si on prend en moyenne entre 2 et 3 milliards de coûts, on pourra arriver sur à peu près entre 30 et 40% de CAPEX pour cette entreprise, c'est-à-dire qu'ensuite il nous reste 60% hors capex maintenance pour pouvoir aller faire de la croissance. Donc sachant qu'on utilise déjà au moins 40% pour aller verser un dividende, il va nous rester 20% pour faire de la croissance aujourd'hui. Maintenant ici on voit la dette, on voit que la trésorerie est quand même assez importante et on voit que la dette, la maturité de la dette est quand même assez loin. On va voir que bon, la plupart de notre dette va être quand même contractée en 2030 et qu'on va devoir la rembourser, mais c'est quand même d'ici 7 ans. Et aujourd'hui, ça pourrait être assez intéressante pour cette entreprise si elle est, comme on l'a vu, endettée avec des prix assez faibles, de ne pas rouler sa dette maintenant et de pouvoir continuer à faire de la croissance, continuer à faire des acquisitions, ce qui pourrait être le plus important pour cette entreprise. Donc en termes de bilan financier, on voit que c'est assez intéressant. On sait que en termes de valorisation, en termes de statistiques, vous voyez que les ratios cours-bénéfices n'évoluent pas de manière significative, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir énormément de croissance. Donc si aujourd'hui vous l'achetez à 9% avec un PER de 9, vous n'estimez pas avoir forcément une croissance qui pourrait être exceptionnelle sur ce genre de titre. Comment est-ce qu'elle va vous faire un retour en termes des actionnaires en faisant du rachat d'actions et en versant toujours un dividende de plus en plus croissant? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, elle aura fini de décarboner son industrie et qu'elle pourra vous faire un retour de plus en plus intéressant. Même si aujourd'hui elle est leader, il y a quand même toujours des pressions sur les marges, donc avec les coûts de l'énergie, etc. et toujours une compétition de plus en plus rude. Vous l'avez vu qu'à un moment, Bridgestone était leader dans son marché, aujourd'hui Michelin l'a dépassé, on n'est jamais à l'abri qu'elle se fasse dépasser encore une fois, peut-être par Goodyear, peut-être par Bridgestone. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut voir, surtout que là vous voyez le nombre d'employés a augmenté, et pourtant les dépenses d'exploitation baissent, voire sont toujours au même niveau. Ce qui en tout cas pour nous est toujours intéressant, on peut se le dire. Maintenant on va aller voir un petit peu les analystes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent que le business aura toujours une opportunité d'augmenter et donc de grossir? On voit que c'est le cas, effectivement. On estime à peu près 3,66 € par action en moyenne, sachant qu'on ne prend pas en compte le rachat d'actions, etc. Donc on arrive sur 3,6 pour un prix à 30 €, ce qui pourrait nous donner à peu près en moyenne, si on prend un ratio de paiement à 40%, 1,50 €, peut-être même allez, 2 € si on est gentil. Donc aujourd'hui, sachant que le plus gros dividende a été versé de 1,25, donc possiblement on pourrait avoir un dividende à 2 € d'ici 2025 ou peut-être un petit peu moins, ce qui pourrait donc nous faire aussi une très belle augmentation, un peu plus de 15 voire peut-être même 20% par an d'augmentation de dividendes. Donc c'est quand même assez important sur ce genre d'entreprise. Donc vous avez un revenu qui est quand même pas mal bien, vous avez une marge de sécurité en moyenne étant donné que cette entreprise est quand même valorisée à seulement 9 fois ses bénéfices. Et on va aller le regarder un petit peu par rapport à ses free cash flow. Là aujourd'hui on est sur 5, donc en fait en termes annuels, vous voyez que c'est à peu près ce qu'on va aller retrouver sur ce genre de business. Donc en termes de valorisation, ça va pas être forcément très intéressant. Maintenant, vous avez quand même un rendement qui pourrait être intéressant, 12% si elle vous versait la totalité de ses bénéfices nets. Il y a forcément un moment où cette entreprise aura terminé de faire de l'investissement de croissance, étant donné que son marché est quand même à peu près saturé et quand même à un certain niveau. On sait que les voitures électriques vont potentiellement peser plus cher, donc on va avoir une pression aussi au niveau des pneus qui devront être soit plus qualitatifs étant donné avec des respects de l'environnement, soit pas forcément, et elles devront en racheter beaucoup plus en tant que constructeur électrique. Si nos voitures font 2 tonnes au lieu d'en faire 500 kg, forcément qu'on aura une pression sur nos pneus et on devra en racheter plus. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour Michelin. Ensuite, la décarbonisation, si vous regardez, si on va un petit peu plus sur YouTube et qu'on tape Michelin, vous voyez qu'il y a énormément de recherche et développement au niveau de cette entreprise, vous le voyez ici. Donc on voit ici le recycling, on voit ici décarbonisation et présentation des logistiques. Voilà, donc là ici ils nous disent voilà, sur un site on a possibilité de pouvoir décarboner. On voit ici que donc Michelin a été, voilà, ce projet a été co-construit avec Michelin. Vous avez fini de placer les bornes électriques pour pouvoir charger les portuaires sans avoir de risque, etc. Donc on voit ici que Michelin arrive à faire des joint ventures où va être, voilà, ici on le voit avec Honnête, c'est des véhicules Honnête et Michelin qui donc en même temps sont beaucoup plus concrets et peuvent avoir un petit peu de décarbonisation. Voilà, le secteur de la logistique est fortement impliqué dans la transition écologique et on parle ici de logistique verte.
Donc c'est le but de ces entreprises-là. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.